la plupart des spécialistes de Jarry se sont posé la question de savoir ce qu'il entendait par le concept de pataphysique. En fait, compte tenu de son langage très spécifique, il faut entendre le mot plus que le lire. Pataphysique s'entend phonétiquement comme n'étant pas ta physique, c'est-à-dire c'est d'une autre physique que nous parle Alfred Jarry. Et cette autre physique, c'est l'alchimie. La meilleure preuve de ce que j'avance réside dans le fait que Ubu, qui passe pour avoir été une farce de potache, en réalité comporte un rébus, une charade, ne serait-ce que dans le titre et dans le nom du personnage. Le père Ubu est roi, c'est un monarque, donc quand on s'adresse à lui, on lui dit sire. Il porte sur le ventre une gidouille, c'est-à-dire une spirale, qui en latin se dit helix. Il s'appelle Ubu, et là nous avons les trois éléments du rébus qui nous donnent Ubu élixir. Donc, dès la première œuvre importante, Jarry fixe ses lecteurs sur ses intentions, sur ses préoccupations. Alors, cette hypothèse de travail, elle a été mise en doute évidemment par le monde universitaire et par les spécialistes de la pataphysique, à ceci près que je leur ai répondu à l'époque que le titre même du troisième Ubu, qui au départ s'intitulait d'ailleurs Onésime Priou, lorsqu'il a été publié sous le titre de Ubu Cocu, portait en sous-titre pièce alchémique. Donc c'est évident, c'est absolument certain, l'œuvre, tout au moins concernant Ubu d'Alfred Jarry, est purement hermétique. Dans un deuxième temps, la meilleure preuve de ses préoccupations hermétiques, elle réside dans son œuvre pratiquement inachevée, qui est Gestes et opinions du docteur Faustrol. N'importe quel lecteur, même s'il ne possède aucune base en matière de codex alchimique, aurait dû s'apercevoir qu'il était quand même étrange de consacrer une œuvre à un voyage en bateau qui s'effectue sur la terre ferme. Or, rien que le fait d'avoir un personnage qui effectue un trajet terrestre à partir d'un véhicule maritime devrait éveiller l'attention, à savoir qu'en alchimie, il est souvent fait référence à deux voies qui sont la voie maritime, ou voie humide, et la voie sèche ou la voie terrestre. En outre, il est absolument évident que c'était les intentions de Jarry, puisque lorsqu'il nous présente son personnage, le docteur Faustrol, ce dernier montre à son passager sa main et il lui désigne une bague en précisant que cette bague comporte la pierre qui transmute toute chose, autrement dit la pierre philosophale. Alors, si ce n'est pas suffisamment symptomatique des préoccupations hermétiques de Jarry, je me demande ce qu'il faut faire de plus au niveau de la démonstration. Lorsqu'on pénètre dans Gestes et opinions du docteur Faustrol, il y a quand même certains détails qui sont pour le moins intéressants et jamais commentés. Par exemple, Jarry nous précise qu'il existait un portrait du docteur Faustrol. Si je me souviens bien, il l'attribue à Aubrey Bursley. Aubrey Bursley, qui est un peintre qui a travaillé énormément avec les trompe-l'œil, les anamorphoses, et qui avait été entraîné dans la chute d'Oscar Wilde à l'époque, et donc ce qui lui avait valu à Bursley d'être rayé du Yellow Book. Et ce portrait, personne n'en a jamais retrouvé la trace. Et la plupart des exégètes, immédiatement, en ont conclu qu'il s'agissait d'un portrait de Jarry qui avait été perdu. Or, c'est impossible, puisque Jarry n'a rien à voir avec le docteur Faustrol, ce n'est pas lui. En revanche, il existe bien un personnage qui utilisait le nom de docteur alors qu'il n'y avait pas droit, il n'avait pas fait d'études de médecine. C'est un certain docteur Alphonse Jobert, de son vrai nom Alphonse Dousson, qui en 1900 avait pratiqué une transmutation métallique devant témoins dans le hall de la Grande Roue lors de l'exposition universelle. Et à l'issue de cette transmutation, le célèbre chirurgien de l'époque, qui était le docteur Doyen, célèbre franc-maçon, mais également bienfaiteur de l'humanité, puisqu'il avait construit pratiquement un dispensaire par arrondissement pour les pauvres à Paris sur ses deniers personnels. Alors, Doyen, c'est un personnage qui a été très controversé. On a dit que c'était un médecin un peu fou. Or, c'était le premier à traiter le cancer de la face par électrocoagulation.
Il a inventé la plupart du matériel moderne qu'on utilise encore en chirurgie, dont le lit médicalisé. Et donc Doyen avait dit à l'époque à Jobert, c'est très intéressant, venez donc travailler avec moi. Et à l'époque, Doyen travaillait à l'hôpital Saint-Louis. Comment est-on au courant de cet événement? Eh bien tout simplement parce qu'il a été rapporté 5 ans plus tard par André Ibels, qui était le frère du fameux Henri Gabriel Ibels, le décorateur du Chat Noir, du cabaret du Chat Noir. Et André Ibels, qui appartenait à une famille de libertaires, avait interviewé le docteur Jobert pour le compte de la revue Je sais tout. L'article a été publié le 15 septembre 1905 sous le titre Les faiseurs d'or. Et là, Jobert, effectivement, d'expliquer qu'il est capable de faire suffisamment d'or par la voie humide de façon à rembourser la dette de l'État. Cet article contient en outre une information intéressante, à savoir que Jobert se détourne à un moment donné, il se regarde dans un miroir, il sourit, et il explique qu'un alchimiste naïf s'est fait saisir 73 kilos d'or par la monnaie de Paris, qu'il est allé déposer sur le comptoir. Et on lui aurait répondu à ce moment-là, vous n'avez pas le droit de savoir pouvoir faire de l'or. Alors comment s'est-on aperçu à la monnaie de Paris que cet or était de l'or alchimique? Tout simplement parce qu'il ne portait pas de poinçon. Et cet épisode est intéressant dans la mesure où, 9 ans plus tard, Pierre Dujol de Valois, qui était le libraire érudit propriétaire de la librairie du Merveilleux, et meilleur ami du personnage qui se faisait appeler Fulcanelli et à qui on doit le mystère des cathédrales et le beurre philosophal, des textes vraisemblablement rédigés sous voie de notes à partir de 1885, publiés seulement après la disparition de son auteur en 1926 et 1930. Ces deux livres, donc, Pierre Dujol y a contribué énormément parce que c'était lui le fichier historique du rédacteur. Et Pierre Dujol, dans l'hypotypose au mucus liber, de nouveau évoque cette saisie d'or par la monnaie de Paris en disant que ça a eu lieu et qu'il y a eu à l'époque, ça fait beaucoup de bruit, il y a eu des débats contradictoires, etc. Bon, je n'avais pas retrouvé les traces dans la presse, mais nous avons quand même deux témoignages absolument directs, celui de Jobert, qui était peut-être l'alchimiste naïf en question, le deuxième, Pierre Dujol, qui était l'un des rédacteurs des textes signés Fulcanelli. Et on retrouve également, et là on rejoint la pataphysique et Jarry, sous la plume d'un auteur qui, à mon avis, connaissait très bien l'œuvre de Jarry, d'ailleurs le nom de Jarry figure dans son agenda, détenu par la Bibliothèque nationale, c'est Raymond Roussel. Dans Raymond Roussel, on retrouve un passage où il explique son procédé, il allègue des pertes de mémoire concernant la façon dont il a été amené à utiliser un métagramme très précis, et il nous explique que ce métagramme, à l'origine, était constitué sur AGET, JET continu, et ensuite AGET, le nom de l'oiseau, le jet, Conti, comme le prince de Conti, en évitant soigneusement la troisième interprétation, qui est AJ, Alphonse Jobert, est allé au quai de Conti, c'est-à-dire l'hôtel de la Monnaie de Paris, il a déposé son or et il en est reparti nu. Et donc nous avons un troisième témoignage qui est peut-être un petit peu plus implicite que les deux autres, mais qui donne à entendre que tout le Paris de l'époque était au courant de cette affaire. Donc c'est dans ce contexte-là, je pense qu'il faut analyser l'œuvre de Jarry, en particulier le docteur Faustrol, qui est son livre Testament. Alors c'est vrai qu'en arrière-plan, on a dans Faustrol des théories qui sont énormément redevables d'ailleurs aux travaux de Lord Kelvin, mais on s'aperçoit aussi, et notamment à la fin de l'ouvrage, que Jarry avait pratiquement décidé d'en finir sur le plan philosophique, à la fois avec la physique telle qu'on la pratiquait à l'époque, et la métaphysique. Deux modes de pensée qui en fait étaient antagonistes. Ils le sont beaucoup moins de nos jours, puisque la nouvelle physique tend de plus en plus à devenir métaphysique. À ce sujet, je citerai David Bohm, qui explique que la matière n'a pas d'existence, elle n'a qu'une propension à être, autrement dit, elle est purement virtuelle. Et il ajoute, la matière, c'est un comportement devenu sensible, c'est un événement devenu tangible. À entendre ces formulations et ces définitions, on aura du mal à me faire croire que nous sommes dans le domaine de la théorie purement physique. Nous sommes dans une métaphysique, dans une physique des quanta.
lorsqu'on prend connaissance notamment des travaux d'Eisenberg et de l'école de Copenhague, ces travaux d'ailleurs ont laissé Einstein un petit peu sur place parce qu'il n'a jamais pu y adhérer. Son cerveau, aussi brillant soit-il, n'a jamais pu accomplir le pas définitif. Et bien dans la théorie d'Eisenberg, que nous dit-on? On nous dit que dans n'importe quelle expérience, vous avez à la fois notre connaissance du fait et l'observation qu'on en fait. Et que cette expérience ne se déroule jamais de la même façon, selon que vous avez affaire à un observateur de telle ou telle qualité, ou à une absence d'observateur, voire à des paramètres extérieurs comme la lumière, tout simplement. C'est exactement ce que nous disaient les anciens alchimistes. Vous donnez les mêmes matériaux à 2 ou 3 personnes dans les mêmes conditions expérimentales, et aucun de ces personnages n'obtiendra les mêmes résultats. Donc il y a des paramètres qui sont totalement indépendants du fait expérimental lui-même et des réactions chimiques ou physiques. Alors, l'alchimie, sur le plan purement philosophique, ça ne peut se concevoir que parce que justement, le monde n'a pas de réalité objective. Encore que ce terme d'objectif doit être mis entre guillemets, puisque ce que nous appelons la réalité objective n'est rien moins qu'objective. Elle est totalement subjective, puisqu'elle est perçue par nos sens et que nos sens sont limités. Cela étant dit, au-delà de cette réalité que l'on peut percevoir, est-ce qu'il n'en existe pas une autre qui nous est masquée parce que les hindous appellent le voile de Maya, le voile de l'illusion? Ça expliquerait pourquoi les phénomènes alchimiques et les expériences alchimiques sont possibles. Tout simplement parce que nous vivons dans un univers purement virtuel. Ce qui, curieusement d'ailleurs, rejoint l'univers des nouvelles technologies actuelles, où de plus en plus le virtuel a sa place. C'est le cas d'ailleurs aussi de certains textes anciens comme la Genèse. On a souvent discuté sur le fait de savoir si la traduction au commencement était le verbe devait s'entendre de façon purement littérale. Or je souligne que le terme d'origine hébreu c'est Bereshit, qu'on a traduit en latin par in principio, donc au commencement, bon, en principe. Mais en fait, c'est une erreur de traduction. Ça ne veut pas dire en principe, ça veut dire dans le principe, c'est-à-dire virtuellement. L'univers n'existait qu'à l'état virtuel. Ensuite, il a été ordonné. Et je pense que pour saisir la pensée à la fois philosophique et pataphysicienne de Jarry, il est absolument indispensable d'avoir recours à ce type de rapprochement.